Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça marche? C'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci à tous. Donc, je vais vous parler du rôle du secteur forestier québécois dans la lutte au changement climatique. Et est-ce que ce secteur forestier, on peut le considérer comme un super-héros ou au contraire un super-vilain? Donc déjà, l'augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose maintenant qui est connu et reconnu. On a de plus en plus de données dessus depuis maintenant des décennies. C'est là, vous le savez, là je vais rien vous apprendre, mais en grande partie dû aux émissions des énergies fossiles, puis la planète via divers phénomènes complexes, arrive à reséquestrer une partie de ce carbone, notamment dans l'océan, mais aussi dans la biosphère, via les processus de photosynthèse dans la végétation. Donc, pour bien comprendre le rôle du secteur forestier, il faut bien faire attention aux divers éléments qui le composent. Donc, dans un premier temps, la forêt, puisque la forêt, par sa croissance, son accumulation de biomasse, grâce à la photosynthèse, va séquestrer du carbone, mais avec sa mortalité et aussi les perturbations naturelles, va engendrer des émissions de carbone vers l'atmosphère. À côté de ça, on a donc aussi les produits du bois. Donc, les produits du bois, c'est un transfert du stock de carbone des écosystèmes forestiers vers donc ces produits-là. Donc, ils représentent un stock de carbone, mais aussi une source d'émissions de carbone lorsque leur fin de vie arrive et qu'ils entrent euh, dans leur décomposition. Et dans un dernier point, il y a la substitution. Donc, qu'est-ce que la substitution? C'est le fait d'utiliser du bois en remplacement de matériaux avec une empreinte carbone plus élevée. On pense notamment à l'acier et au béton. Et donc, en venant utiliser ce bois, on va on va empêcher l'utilisation de matériaux à haute empreinte carbone et donc on va engendrer une séquestration de carbone. En fait, c'est des émissions qui n'ont pas lieu. Il y existe donc la substitution positive que je viens de vous expliquer, mais aussi négative, c'est-à-dire si on envoie moins de bois sur les marchés, ce bois-là va être remplacé par des matériaux à haute empreinte carbone et donc la non-utilisation du bois va engendrer des émissions de carbone plus importantes. Pour calculer cette substitution, on utilise des facteurs de déplacement dont on va reparler un peu plus tard. Avant ça, un petit point carbone 101 pour garder un esprit critique sur les questions autour du carbone forestier. C'est quand même un enjeu actuel. On entend tout et beaucoup de choses sur ce sujet-là. Donc, il y a quelques points qu'il faut tout le temps garder en tête pour ne pas se faire avoir. Le premier, c'est quelle comptabilisation? De quel périmètre particulier on nous parle? Ce périmètre, il peut être géographique, mais il peut être aussi à l'intérieur de notre système. Est-ce qu'on considère que la forêt? Est-ce qu'on considère que les produits du bois? La forêt, les produits du bois, avec ou sans substitution, etc., etc. Est-ce qu'on parle de carbone? Est-ce qu'on nous parle de CO2? Est-ce qu'on nous parle de CO2 équivalent? Est-ce qu'on nous parle de forçage radiatif? Parce que pour un périmètre particulier, on peut avoir des conclusions différentes selon ce qu'on regarde. Dans un deuxième temps, et c'est quelque chose de vraiment très important, c'est quelle référence? Quel est le cours normal des affaires? Ce scénario-là est vraiment très important puisque quand on va changer nos pratiques, on va les changer par rapport à un scénario de référence et c'est donc ce scénario de référence-là qui va induire une grande partie de nos conclusions puisque le cours normal des affaires, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et nous, on veut faire différemment. Donc, qu'est-ce que ce différemment va apporter? C'est très important de bien le comprendre. Dans un troisième temps, l'horizon de temps, on, on se souvient souvent des cibles internationales 2030, 2050, 2100. C'est une question qui est encore plus prépondérante quand on est en milieu forestier, parce qu'on sait que le cycle de gestion d'une forêt est très long, des décennies, voire plus d'un siècle. Donc, ça peut rentrer en conflit avec les cibles qu'on veut atteindre dans la lutte au changement climatique. Puis la forêt a une grande inertie dans le temps, donc c'est un phénomène qu'il faut pas oublier. Et ensuite, est-ce qu'il y a des limites? Ça peut être autant des limites sur la modélisation utilisée que sur les hypothèses posées dans la détermination de nos scénarios et sur la configuration du scénario du cours normal des affaires notamment.
Donc là, la première partie, ça va être sur les circonstances du secteur forestier québécois. Dans quelles sont les circonstances pour lesquelles il peut contribuer à un objectif d'atténuation des changements climatiques. Donc dans ce cadre-là, c'est en 2050. Un petit point méthodologie, donc on parlait tout à l'heure de périmètre de comptabilisation, voilà celui qu'on a utilisé. On va regarder l'ensemble des flux de carbone, qu'ils soient des émissions ou des séquestrations de notre écosystème forestier, ainsi que tout ce qui se passe au niveau des produits du bois et de la substitution pour les produits issus de la province. Donc on va aussi regarder ce qui se passe sur les exportations, mais on ne tiendra pas compte des importations. Et tout cela en lien avec les flux qui vont ou qui sortent de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui se passe en forêt? Deux grandes familles d'aménagements vont être simulées, des aménagements d'intensification. Attention, quand on parle d'intensification de l'aménagement, il faut vraiment considérer ça principalement comme un changement de volume récolté sur notre territoire provincial, que ce soit en arbres sur pied ou en résidus, avec toujours faire attention aux scénarios de référence. Donc ça, c'est pour nos scénarios d'intensification qui sont au nombre de 4. Et ensuite, on a aussi 3 scénarios de conservation. Encore une fois, en conservation, le principal vecteur de ces scénarios-là sont la diminution du volume récolté. Donc ça nous donne 7 scénarios alternatifs d'aménagement sylvicole et un scénario de référence. À cela, on va ajouter des scénarios pour le panier de produits, donc avec un panier de produits dit classique qui représente le panier de moyenne de produits à l'échelle de la province, un panier bioénergie où on va rajouter une part d'un nouveau produit qui est la bioénergie, et enfin un troisième panier de produits qui est un panier de produits amélioré qui est en fait une reprise du panier de produits bioénergie avec une diminution des produits à courte durée de vie comme les pâtes et papiers notamment pour augmenter les proportions de produits à longue durée de vie, notamment de sillage. Donc ces simulations, ces scénarios forestiers plus ces 3 scénarios de panier de produits vont nous donner une panoplie de scénarios qu'on va venir simuler et auquel on va ajouter un scénario de référence pour la substitution. Tout à l'heure, je vous parlais que pour calculer la substitution, il nous faut des facteurs de substitution qui représentent pour, par exemple, notre facteur moyen. Qu'est-ce que ça représente? C'est que quand on utilise 1 tonne de bois, on vient engendrer une séquestration moyenne de 0,89 tonnes de carbone, donc après qu'on transforme en CO2 équivalent, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. On en reparlera de ce 0,89, mais si vous pouvez le garder en tête, c'est un bon point. Maintenant, ça nous permet de calculer le bilan carbone, mais comment déterminer si le secteur forestier et des alternatives de stratégie de production de bois peuvent amener ce dernier à être un super-héros ou un super-vilain? Il faut regarder ce qu'on appelle le potentiel d'atténuation. Donc, c'est le bilan carbone d'un scénario alternatif moins le bilan carbone du scénario de référence. Si cette soustraction est positive, ça veut dire que notre scénario alternatif engendre plus d'émissions ou alors moins de séquestration que notre scénario de référence. Et si le résultat de cette soustraction est négatif, c'est que le scénario alternatif engendre plus de séquestration ou moins d'émissions que notre scénario de référence. Donc, toujours faire attention quand on parle de bilan carbone et de potentiel d'atténuation, c'est 2 choses différentes. Maintenant, on va passer directement à nos résultats. Avant ça, un petit point à faire attention, bien faire attention aux encadrés rouges qui représentent le scénario du cours normal des affaires, que ce soit pour le scénario d'aménagement forestier, scénario du panier de produits du bois plus substitution. C'est représenté par ce carré, cet encadré rouge, avec en haut nos scénarios d'intensification, en bas nos scénarios de conservation. Tout ce qui se trouve à droite ou en dessous des encadrés rouges, ça représente une séquestration plus importante des scénarios par rapport aux scénarios de référence. Et tout ce qui se trouve à gauche et au-dessus représente des émissions plus importantes que le scénario de référence. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que nos simulations montrent que dès qu'on intensifie l'aménagement, quels que soient les paniers de produits qu'on considère,
Cette intensification de l'aménagement, donc en volume récolté, je le rappelle, engendre des émissions de carbone plus importantes que notre scénario de référence et d'autant plus importantes que nos scénarios de conservation qui engendrent, eux, une séquestration plus importante. Donc, le secteur forestier peut paraître comme un super vilain si on regarde essentiellement les scénarios d'intensification ou comme un super héros quand on regarde nos scénarios de conservation. Pourquoi cela? En fait, c'est très simple. À gauche, vous avez les scénarios d'intensification, à droite, scénarios de conservation. Qu'est-ce qui amène un scénario d'intensification à être considéré comme un super vilain? Deux choses principales. Premier point, c'est l'augmentation de la production de produits du bois va augmenter non seulement les stocks de produits, mais aussi leurs émissions de dégradation comparativement à notre scénario de référence. Vu qu'on a plus de produits du bois, c'est normal qu'il y ait plus de décomposition. Mais aussi, et ça c'est important à prendre en compte, c'est qu'au niveau de la forêt, on a une augmentation des émissions ou alors une diminution de la séquestration, toujours bien faire attention, en forêt dans nos scénarios d'intensification par rapport à notre scénario de référence. Qu'est-ce qui vient nuancer cela? C'est la substitution. Plus de produits du bois sur les marchés, ça engendre une séquestration liée à la substitution. Au contraire, un scénario de conservation, donc de diminution de la récolte, va augmenter la séquestration en milieu dans les écosystèmes forestiers, va engendrer aussi une séquestration au niveau des produits du bois. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça, c'est que comme on envoie moins de bois sur les marchés, ce bois-là ne va pas se décomposer et donc, comparativement au scénario de référence, il va y avoir moins d'émissions liées aux produits du bois. Et ensuite, la substitution positive, vu qu'on envoie moins de produits, ces produits-là vont être remplacés par des matériaux à haute empreinte carbone, et donc ça va engendrer des émissions. On pourra reparler de la substitution plus tard si vous voulez. Donc, nos scénarios d'intensification sont aujourd'hui des acteurs d'émissions, mais est-ce qu'il y a un moyen pour qu'ils deviennent des acteurs de séquestration? Et au contraire, nos scénarios de conservation, est-ce qu'ils peuvent passer d'un rôle de super-héros séquestrateur à un rôle de super-vilain émetteur? Ben, en fait, tout se joue, comme on l'a vu au graphe précédent, sur l'effet de substitution, qui est en fait le facteur qui va venir nuancer l'ensemble de nos potentiels d'atténuation. Donc, on a réalisé des analyses de sensibilité sur ces facteurs sur ces facteurs de déplacement pour calculer la substitution. Qu'est-ce qui montre, sans rentrer dans les détails, on pourra en discuter encore une fois plus tard, plusieurs choses à prendre en compte. Se souvenir du 0,89, qui était notre facteur moyen actuel. Donc là, on est dans des valeurs pour nos scénarios d'intensification de 1,19 à 2,38. Qu'est-ce que ça veut dire ces valeurs-là? C'est qu'à partir d'une valeur de déplacement moyenne de 1,19 ou de 2,38, selon les scénarios, nos scénarios d'intensification vont séquestrer plus que notre scénario de référence. Donc 0,89 n'est pas loin. L'ordre de grandeur est relativement similaire et cet ordre de grandeur-là des facteurs de déplacement qu'on trouve se retrouve dans la littérature et existe déjà sur des substitutions de matériaux particuliers sur les marchés. Autre chose à prendre en compte, c'est que pour une stratégie d'aménagement donné, donc prenons par exemple ce qu'on appelait la RESI, qui est notre stratégie d'aménagement la plus intensive avec une récolte des résidus, augmentation des volumes récoltés. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que le panier de produits a une incidence relativement forte, puisqu'un panier de produits amélioré où on augmente les produits à longue durée de vie et donc ceux qui ont un effet de substitution important, amène un bénéfice et on a besoin d'une substitution plus faible par rapport aux autres scénarios où il y a moins de produits à longue durée de vie. Autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que alors que les facteurs de déplacement pour nos scénarios d'intensification sont relativement proches de ce qu'on a actuellement, donc de notre 0,89, dans le cadre des scénarios de conservation, c'est quand même légèrement différent. Il va falloir avoir une substitution très, très performante, peut-être même quelque chose qui n'arrivera jamais pour que notre scénario de conservation devienne moins bon que notre scénario de référence. Et donc, on peut arriver, en améliorant nos produits et leur utilisation, à un moment où les scénarios d'intensification comme de conservation pourraient être amenés à être plus
séquestrateur que notre scénario de référence. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Augmentation ou réduction des volumes récoltés, une très grosse importance. La grosse importance de la durée de vie des produits et donc aussi de notre panier de produits. La substitution, une sensibilité très forte du facteur de substitution et son rôle majeur dans la détermination des potentiels d'atténuation. Mais aussi, il y a des limites. On a vu une cible de 2050 à l'échelle de la forêt, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait des changements climatiques? Ben, pour l'instant, on ne l'a pas pris en compte. C'est pour ça que je vais vous en parler dans une deuxième partie rapidement. Et ensuite, ne pas oublier, c'est quelque chose de vraiment très important, la différence entre potentiel d'atténuation, qui est donc par rapport au scénario de référence, et au bilan. Par là, je vais entendre qu'on peut avoir un potentiel négatif, c'est-à-dire plus émetteur. Par exemple, nos scénarios d'intensification sont plus émetteurs que notre scénario d'intensification, mais ces scénarios-là peuvent rester un puits de carbone. Ils sont juste un puits de carbone plus faible que d'autres scénarios. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, deuxième partie où je vais passer rapidement, c'est comment le secteur forestier peut-il maintenir son potentiel d'atténuation dans un climat changeant, avec 2 cas d'études, une en forêt boréale et une en forêt tempérée, toujours dans la province du Québec. Donc, on a pris comme la forêt boréale, c'est la forêt Montmorency que vous connaissez, pardon, la forêt de l'université, et comme la forêt Hertford comme forêt tempérée, donc qui est à l'extrême sud de la province, sur les lignes américaines. Les changements climatiques, on en avait parlé. On a pris notre même périmètre de comptabilisation que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des stratégies d'aménagement qui ont été développées avec les aménagistes locaux. Et en plus, on a simulé, on a fait nos simulations avec 3 trajectoires climatiques. Un trajectoire de climatique baseline, donc c'est le climat qu'on a actuellement. Un scénario climatique extrême, le RCP 8.5, et un scénario climatique moyen, qui est le scénario 4.5, pour avoir un panel, un éventail de résultats. Donc, qu'est-ce que cela nous amène? Ça nous amène à une première partie des résultats qui sont là. Comment lire ces graphiques, juste vite fait? La ligne des zéros, tout ce qu'il y a au-dessus, ça veut dire que notre forêt est une source. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est que notre forêt est un puits. Pareil, donc pour la forêt Hertford en haut et pour la forêt Montmorency en bas, donc forêt boréale, forêt tempérée. Donc là, ce sont des bilans carbone, attention, ce ne sont pas des potentiels. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? 2 choses. Les changements climatiques ont un effet sur la forêt, et ce, quel que soit notre aménagement. Cet effet est plus important dans le sud de la province que dans les territoires boréaux plus nordiques, et pourrait même conduire en forêt tempérée la forêt à devenir, sous un climat extrême, une source de carbone. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Quel que soit l'aménagement, la forêt peut devenir une source. Alors que cette diminution de séquestration en forêt boréale est moins importante. Là, en fait, c'est l'effet des changements climatiques sur les espèces présentes en forêt boréale est moins important, puisqu'en fait, en forêt tempérée, on est sur la limite de répartition géographique de bien des espèces, notamment résineuses, et donc un changement de climat va avoir des effets relativement très importants sur ces espèces. Donc, dans ce cas-là, la forêt, le secteur forestier, un super vilain, un super héros, ben, on se rend compte qu'on n'est pas forcément maître de ce que la forêt va devenir et qu'il va falloir faire avec. Ensuite, ça, ce sont donc les potentiels d'atténuation. On voit toujours le 0 qui serait notre scénario de référence. Tout ce qui est au-dessus, ce sont des émissions. En dessous, des séquestrations. En haut, toujours pour forêt tempérée. En bas, pour forêt boréale. Et ce qui est pertinent à regarder, c'est qu'une même stratégie d'aménagement, c'est-à-dire un scénario d'intensification dans ce cas-là, et de conservation dans les autres cas, en forêt tempérée comme en forêt boréale, vont avoir des résultats complètement opposés et des impacts complètement opposés sur les bilans carbone. En forêt tempérée, l'intensification permet une séquestration plus importante, alors qu'en forêt boréale, une intensification conduit à des émissions plus importantes. Notez que là, on est en 2100, donc on est à des horizons de temps plus lointains que ce qu'on montrait tout à l'heure qui s'arrêtait en 2050. Deuxième autre petit point,
Une synergie semble apparaître entre l'aménagement forestier et les changements climatiques en forêt tempérée. C'est sûrement dû aux conditions initiales de la forêt, avec ce que je vous disais tout à l'heure, les espèces qui sont non adaptées au changement climatique. Donc, les scénarios de conservation euh, vont scorer moins mal, si on veut dire, dans le cas de changements climatiques extrêmes, alors qu'en forêt boréale, les changements climatiques vont avoir exactement ou presque les mêmes effets, quels que soient les scénarios d'aménagement que l'on va considérer. Donc dans ce cas-là, le secteur forestier, un super vilain, un super héros, on voit qu'une même stratégie peut avoir deux effets complètement opposés. Donc peut-être que la discussion est ouverte et que c'est peut-être pas aussi simple. Un petit point aussi, les résultats. Qu'est-ce qui explique que la forêt tempérée a des réactions différentes qu'en forêt boréale? Donc là, les graphiques, c'est des scénarios sans coupe. Donc il n'y a aucune coupe qui a été faite. Donc c'est l'évolution naturelle des paysages qui a lieu. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que l'évolution naturelle des paysages en forêt tempérée, c'est-à-dire sans aucun aménagement, tend à faire en sorte que le secteur forestier, l'écosystème forestier émet plus que notre scénario de référence, alors que c'est l'exact opposé qui se passe en forêt boréale où la conservation de l'aménagement conduit à des séquestrations plus importantes dans les écosystèmes forestiers. Donc encore une fois, est-ce que c'est un super héros, un super vilain? Ben, c'est pas facile à dire. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'aménagement forestier a un rôle prépondérant dans la détermination des potentiels d'atténuation, mais que l'augmentation ou la réduction des volumes récoltés peut avoir des effets opposés selon les paysages que l'on observe et que l'on considère, que les changements climatiques ont un effet important sur notre bilan carbone, plus ou moins important où on se situe sur la province et donc la vulnérabilité des peuplements à ces effets, et qu'il y a des synergies qui peuvent être possibles entre l'aménagement et les changements climatiques. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi considérer dans nos pratiques d'aménagement. L'effet opposé de l'aménagement forestier sur les paysages, qu'ils soient boréaux ou tempérés, amène aussi un principe, ou en tout cas une idée qu'une optimisation de notre aménagement est possible. Et c'est là tout le rôle de l'aménagiste et des forestiers en général, avec une distribution des différentes stratégies sur les territoires en fonction des caractéristiques propres des peuplements, pour qu'à l'échelle du paysage, on ait une maximisation des bilans carbone, mais aussi, chose qu'on a commencé à faire dans nos travaux, mais qui sont en fort développement dans la team carbone, donc vous aurez des nouvelles sûrement dans les mois à venir, sur les types de coupes, puisque dans les premières choses qu'on observe, c'est que des coupes, un aménagement par coupe partielle, d'un point de vue carbone, pourrait conduire à des bénéfices certains, dus notamment à la continuité du couvert forestier, qui permettrait une accumulation de biomasse au sein de l'écosystème plus importante que par un aménagement par coupe totale. Et ensuite, des limites, perturbations naturelles, l'effet de substitution pour en discuter, et surtout ne pas oublier que ce sont des projections, des prédictions et pas une réalité. Et donc, c'est une sorte de brise-glace qui nous ouvre la voie à des discussions et à prendre en compte l'impact de nos aménagements sur nos potentiels d'atténuation au niveau de la province. Mais en aucun cas, ça ne représente la réalité de demain. Ça représente des possibilités. Donc la foresterie, c'est ni un super vilain, ni un super héros. Ça va très fortement dépendre de ce qu'on fait d'elle. Merci à tous.